Et je vous propose qu'on passe à la dernière présentation, présentation aussi importante puisque je vous avais signalé en guise d'introduction que certaines entreprises ou certains organismes avaient eu une croissance importante, mais en l'occurrence, dans cette organisation, c'est une croissance subie, peut-être que pas toujours bénéfique pour l'institution. Et c'est, je pense, un témoignage important d'avoir quelqu'un qui s'occupe de la logistique d'un hôpital important sur le plan suisse, qui est l'IHUG de Genève. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Thierry Ernaud, qui est le responsable de la division transport-distribution et warehousing des hôpitaux universitaires de Genève, avec un titre de sa conférence, la COVID-19 au HUG, une logistique à toute épreuve, avec un point d'interrogation. Thierry, je te laisse la parole. Merci. Merci, professeur Wieser, pour l'introduction. Alors voilà, le but de mon intervention aujourd'hui, c'est de vous ouvrir une fenêtre sur ce qu'est la logistique hospitalière, si vous n'avez peut-être pas une vision de ce qu'on a fait ou comment on s'est adapté au contexte. Voilà. Donc ce sera peut-être plus, dans un premier temps, tactique que stratégique. Et les conclusions stratégiques, peut-être, on se les réserve pour la conclusion. Donc voilà. J'aimerais vous ouvrir une fenêtre sur les défis typiquement hospitaliers qu'on a eus. Et puis, je vais faire un point de focus un peu plus long sur les défis logistiques quotidiens qu'on a dû relever. Alors, je tiens à préciser que j'ai pris les plus significatifs, mais chaque jour amenait environ 2 ou 3 nouveaux défis, donc j'ai dû faire court pour tenir entre 10 et 15 minutes. Donc voilà, déjà en termes de contexte, il y a beaucoup d'infos sur ce slide, mais ce qu'on peut voir, c'est que la montée des hospitalisations est allée très très vite, de manière exponentielle, de début mars pour arriver au pic le 8 avril. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est aller très très vite, et puis notre réaction elle a dû être aussi rapide et aussi agile. Je vais revenir sur ce terme-là après, j'ai déjà beaucoup entendu et c'était particulièrement vrai au HUG. Et puis ce graphe nous montre aussi l'intérêt, parenthèse, des mesures de confinement sur l'activité hospitalière, puisque c'est ce qui nous a permis de juguler, de maîtriser les contaminations. Alors voilà, puis Genève, on n'était pas le canton le mieux loti, puisque c'est à Genève où il y avait le plus grand nombre de cas pour 100 000 habitants. C'était même plus élevé que le Tessin, donc il faut aussi le rappeler, c'est significatif pour notre contexte. Alors voilà, en termes de défis hospitaliers, il a fallu très vite mettre au point des tests de dépistage, faire de nombreux tests à l'échelle suisse. Ensuite, il a fallu mettre au point un test de sérologie, puis ensuite le déployer. Donc ça s'est fait très vite depuis fin janvier. C'était un premier enjeu. Ensuite, vous avez peut-être entendu que les HUG se sont transformés en un hôpital Covid pour le canton, c'est-à-dire que tous les autres actes de soins et autres interventions se sont arrêtés ou ont été déplacés dans les cliniques privées, et les HUG ont été le centre d'accueil des patients Covid pour le canton. Et d'ailleurs plus du canton, puisqu'on a reçu des patients de la France voisine aussi. Donc voilà, c'était un flux ambulatoire important, et c'était aussi essayer de continuer à soigner même dans le contexte Covid. Alors voilà, impact sur le personnel, la fonction logistique, on a dû intervenir sur des choses comme la mobilité, sur comment faciliter l'accès des collaborateurs frontaliers, vu qu'on est à Genève, l'accès accéléré à l'hôpital, comment on met des gardes d'enfants en place, comment les repas sont servis. Comment on a créé des pick-up points pour mettre à disposition les courses pour le personnel soignant, parce qu'après les grandes journées, ils n'avaient pas le temps de faire les courses, et parfois c'est un couple qui travaille au HUG, donc on a mis des solutions de soutien matériel en place comme celle-là. Il y avait de l'hébergement et puis du télétravail pour ceux qui le pouvaient, ceux dont les fonctions le permettaient. Et puis voilà, il y avait l'aspect santé du personnel aussi qui était évidemment très présent. Il fallait aussi préserver notre santé pour être là pour préserver celle des autres.
En termes d'impact, je ne vais pas citer tous les chiffres dans ce slide, mais l'impact financier, il est énorme puisque le surcoût, enfin, le Covid a généré un surcoût de 16 millions pour les Hugues. Et puis, en parallèle à ça, il y a eu des pertes de revenus puisque une bonne partie de l'activité a été soit arrêtée, soit déplacée dans les cliniques privées. Donc ça, c'est très vite un impact financier lourd pour les HUG. Voilà, ça c'était plutôt, je vous ai parlé du contexte hospitalier. Et puis au niveau des fonctions logistiques de l'hôpital, qu'est-ce qu'on a dû faire? Alors voilà, la logistique des bâtiments, on en parle peu, mais pour accueillir ce flux et puis pour assurer la ségrégation avec les autres flux, très vite, on a dû mener des projets de rénovation de bâtiments. Alors j'ai pris cette photo parce qu'elle est très parlante. C'est un bâtiment ancien qui a été rénové en 10 jours, depuis le début jusqu'à la fin. Et puis, avant de venir vous présenter cette photo, j'ai essayé de passer dans cette unité pour faire une photo du bâtiment réalisé. Et puis, il était occupé par des soignants et des patients. Et finalement, voilà, je n'en avais pas l'opportunité. Je n'ai pas non plus eu le courage de leur dire de s'écarter pour laisser prendre une photo. Mais c'est vraiment le contexte où on a travaillé. C'est en 10 jours, on a mené des projets qui normalement prennent 6 mois à conduire depuis la décision jusqu'à la finition. De la même manière, un autre projet conséquent à l'échelle des HUG a été la reconversion d'un étage administratif en unité de soins. Donc, voilà, en quelques jours, on déménage. C'était vraiment ça. Encore une fois, on avait la chance d'avoir des infrastructures pour le faire. Mais très, très vite, on a déménagé des locaux administratifs et on les a réhabilités en locaux de soins. La logistique des repas, je vous en ai parlé tout à l'heure. Typiquement, pour les repas du personnel, d'habitude, les HUG servent 1200 repas à jour. Au pic de Covid, c'était 4500. Alors pourquoi? On a eu la chance d'avoir des donateurs généreux dans le canton de Genève qui ont subventionné les repas des collaborateurs. Donc c'était gratuit, puis il fallait aussi fournir cette possibilité. Mais en termes d'approvisionnement pour les cuisines et en termes de flux logistique, c'était quelque chose de très conséquent. Autre exemple où la logistique a dû jouer un rôle important, je vais vous parler de l'IMAD, l'Institut pour le maintien à domicile des personnes âgées. Nous fournissons des repas, à environ 9000 repas par semaine pour les personnes âgées dans le canton. Et avec Covid, on a doublé ces volumes. Pour nous, c'est des flux logistiques qu'il fallait improviser presque du jour au lendemain, en tout cas d'une semaine sur l'autre. Donc, de nouveau, il fallait mettre en place de la distribution de repas sur des plateformes urbaines pour que l'IMAD aille remettre ses plateaux repas aux personnes vulnérables qui devaient rester à la maison. Ça faisait partie du rôle de la logistique à l'hôpital. Autre élément auquel on ne pense peut-être pas, l'oxygène, assez essentiel pour la survie parfois. On a dû doubler la capacité d'oxygène des HUG, donc c'est des projets d'envergure quand même, avec des installations techniques d'une citerne de 24 000 litres. Et puis la rénovation d'un réseau de distribution d'oxygène. Oui, c'est les derniers mètres de la supply chain des gaz médicaux, mais ils sont juste vitaux. Ça aussi, ça faisait partie des projets qu'on a dû mener en quelques semaines. Et puis, on peut aussi parler des dispositifs médicaux. Alors, il y a eu de nombreuses acquisitions de fait, quand on pouvait trouver des dispositifs médicaux on a finalement pu. Et puis, des mises en service. Pour vous donner une idée, dans un mois normal de travail, le service qui s'occupe des mises en service ou des maintenances, c'était une cadence de 150 par mois. Et on est passé à plus de 2000 par mois. Donc, l'activité de ces mêmes équipes a été multipliée par 10, par 20, pour vous dire un petit peu l'intensité du travail qui a été fourni juste sur quelques semaines. Je voudrais aussi parler un point important, c'est la logistique des sets opératoires avec les cliniques privées, parce que le fait de dire qu'on va déplacer le programme dit électif dans les cliniques privées, ça ne se fait pas tout seul. Il y a une organisation à voir avec les professeurs, mais aussi sur les kits opératoires qu'il faut distribuer au bon moment à la bonne clinique et qu'il faut récupérer en aval pour restérilisation. Tout ça, c'est une chaîne de distribution qu'on a dû improviser rapidement pour permettre justement l'exécution de ce programme opératoire externalisé.
Et d'ailleurs, ce travail, enfin pas que la partie logistique, on va rester assez modeste en tant que logisticien, mais toute cette coordination entre les cliniques privées et les HUG, ça a donné l'objet, enfin, nous avons reçu un prix de l'innovation décerné par la Chambre de commerce et puis l'OPI dans ce cadre-là, pour le travail qu'on a réalisé sur cette collaboration entre les cliniques et les HUG. Alors, pour les logisticiens, ça vous parlera un peu plus. Vous avez sans doute entendu parler de Plexus Santé, qui n'est rien d'autre qu'une plateforme logistique, plateforme commune entre les HUG et le CHUV. Donc, c'est un outil logistique qui a été inauguré en 2019, mais la phase de lancement et de ramp-up était prévue et s'est faite en janvier, février, mars. Au plein démarrage de Covid, on démarrait notre plateforme. Donc, on n'aurait pas pu mieux choisir ou plus mal choisir. Ça dépend comment on se positionne. Et finalement, ça s'est très, très bien passé puisque les équipes ont tenu, les partenaires logistiques étaient à la hauteur des enjeux et ça s'est finalement très, très bien passé. Maintenant, avec le recul, on peut le dire, dedans, voilà, on a dû être très vigilant, essayer de faire, comme vous l'avez mentionné, de protéger les équipes pour assurer la distribution au HUG et au CHUV. Ça, c'est la partie logistique physique. Il y a une grande partie qui est sur le sourcing, sur l'approvisionnement. Et puis ça s'est fait à l'échelle des HUG, mais pas seulement. On a travaillé main dans la main avec le CHUV. Tout à l'heure, j'entendais parler de modes d'affrètement, d'avions, de fret aérien. Avec la direction logistique du CHUV, on a dû aller jusque-là, puisque les moyens de transport habituels n'existaient plus, puisque les fournisseurs habituels existaient encore, mais n'étaient plus capables de livrer. Donc, il fallait vraiment se battre pour sourcer, transporter, et puis traverser les frontières. J'ai entendu aussi tout à l'heure des problèmes de frontières. On est en bout de chaîne, mais souvent, on avait des consommables importants, voire vitaux, bloqués à une frontière parce que le pays n'autorisait pas la sortie des blues parce qu'il avait un besoin dans son marché domestique. Ce genre de choses, on était vraiment à la comment dire, receiving end, on était au bout du rouleau, comme on a dit en introduction. Quelques exemples assez significatifs, j'en aurais beaucoup, mais j'en ai pris 3. On a tous entendu parler des masques FFP2. Voilà, les HUG ont multiplié leur consommation par 6. Et puis sachez que les prix n'ont été, j'ai envie de dire, que multipliés par 2. Pour vous donner un exemple, que multipliés par 2 pour les FFP2. Certes, sur le marché, il y avait des propositions autres que celles-là, mais on a réussi à limiter l'augmentation à ça, juste pour vous donner cet exemple. Autre exemple, encore beaucoup plus frappant, sur la chaîne d'approvisionnement des masques a été très médiatisée. Notre utilisation a été multipliée par 10 par jour. Et par contre, les prix avant-après, c'est facteur 12 cette fois, juste pour vous donner une idée de la pression sur la chaîne d'approvisionnement des masques. Et puis, autre projet qu'on a dû mener, le gel hydroalcoolique, je pense qu'on en a beaucoup parlé, et puis on n'a jamais eu de difficulté à s'en procurer vraiment. Et finalement, la difficulté, elle était assez inattendue, c'est qu'on s'est rendu compte que le gel hydroalcoolique, c'est 80% d'éthanol, et puis si on en a 40 tonnes dans un local qui n'est pas habilité à stocker ce genre de choses, on se dit, Murphy's Law, what can go wrong will go wrong. Il faut trouver une solution qui soit adaptée pour de l'ADR et qui soit aussi sûre, parce que c'est des produits qui, à l'époque, ont une valeur marchande importante pour des personnes mal intentionnées. Donc, on a aussi mené de l'outsourcing de stockage pour des produits aussi sensibles que ça. Donc, ça faisait partie des missions quasi quotidiennes. Quelques apprentissages. Voilà, j'aurais pu faire de nombreux slides, mais j'en ai fait un et je vais essayer peut-être d'élargir. Voilà, on parlait de stock avec l'intervenant précédent. Pour nous, c'est la même chose. On avait plutôt une règle avant, on était sur du 6 semaines de stock en possession en moyenne. On est en train de basculer sur du 3 à 6 mois, voire plus en ce moment. On n'y arrive pas sur toutes les lignes de produits. Il y a des produits qui sont encore en grande tension. Les gants, typiquement, on a quelques semaines de stock et puis on doit switcher de ligne assez régulièrement. C'est quelque chose qui n'est pas facile à trouver sur les marchés. Je peux aussi vous parler qu'il y a une démarche
qui démarre tout doucement, qui est du sourcing du Swissmade. C'est sur des chaînes d'approvisionnement courtes. Alors, l'État de Genève, typiquement, achète des masques qui sont manufacturés en Suisse. C'est un début, mais je dois vous dire que l'essentiel de l'approvisionnement, il provient des sources d'avant. Hein, ça n'a pas encore changé aussi vite que ça. Enfin, des sources d'avant ou de nouvelles sources, ce n'est pas forcément les mêmes fournisseurs, mais voilà, on a encore pas mal de masques qui viennent de Wuhan. Et voilà, ce n'est pas encore le 100% Swissmade ou le 50% Swissmade. Il y a des démarches, mais ça se fait doucement. Et puis, un autre apprentissage, là, plutôt en termes de process et de système, on s'est rendu compte que notre organisation, elle était conçue pour travailler, comme beaucoup d'autres, dans un environnement stable, sans trop d'imprévus, avec pas de saisonnalité. Et puis là, on est arrivé dans une période où on devait changer parfois de... J'ai pris l'exemple des FFP2. Pendant plusieurs années, on avait deux références et ça suffisait amplement. Il n'y avait pas de changement. Et puis, en 2 mois, il a fallu changer 12 fois. Donc, ça voulait dire vraiment besoin d'une agilité chez les personnes, mais surtout au niveau des systèmes. Et on a vraiment vu à ce moment-là qu'on avait des enjeux en termes de master data management, de synchronisation de données, de visibilité sur le stock en temps réel, des choses qui paraissent évidentes peut-être pour vous, qui pour nous avant n'étaient pas essentielles parce que l'approvisionnement était garanti et sûr. C'est plus tellement le cas. Donc maintenant, c'est des axes, enfin, c'était déjà, et ça allait encore plus, c'est des axes d'amélioration de nos outils pour mieux maîtriser notre chaîne d'approvisionnement. Et puis enfin et surtout, et ça fera ma transition pour la conclusion, j'ai déjà entendu aujourd'hui parler de résilience et d'agilité de tout le personnel. Puis finalement, c'est vraiment ça qu'on a eu. On a aussi parlé dans les équipes de sens retrouvé. Les gens qui ne savaient peut-être pas forcément pourquoi ils étaient là, ou c'était peut-être pas forcément les plus motivés, et tout devenait évident. Il y avait, voilà, on ne savait pas dire non, enfin, ça se passait vraiment très bien. Donc, le sens retrouvé, et puis l'agilité. Voilà, faire un projet en 10 jours qui prend normalement 6 mois, ou c'est vraiment des choses qu'on a retrouvées ou trouvées pour certains, ça dépend, et c'est surtout des choses qu'on aimerait garder. Alors, sur ce slide, en conclusion, il y a quelques mots-clés finalement sur ce qu'était pour les HUG Covid 2019, donc une crise exceptionnelle, un engagement hors norme. Alors, les mots-clés, c'est vitesse. Alors oui, vitesse de l'escalade des contaminations, mais aussi vitesse de réaction. On peut parler de solidarité. On a trouvé des bons professionnels dans toutes les fonctions. On a su se montrer innovant, on a su se montrer courageux et puis agile. Donc tout ça, ça résume un petit peu vraiment comment on ressort de cette crise-là. Alors en introduction, je posais la question, est-ce qu'on avait une logistique à toute épreuve? En tout cas, toutes celles qui se sont présentées, tous les défis qui se sont présentés, on les a relevés, on a appris pas mal de choses avec ça. Et je peux juste dire qu'avec ce qui se prépare ces prochains jours, ces prochaines semaines, on sera encore mieux équipé que la première fois pour y faire face. Et voilà, nous y ferons donc face. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous invite à me poser toutes les questions que vous jugerez pertinentes. Merci, Monsieur Ernaud. Merci beaucoup. J'ai une question d'un des invités. Avez-vous identifié des besoins en formation pour vos équipes? Oui, enfin, on a identifié des besoins et coïncidence, c'était déjà planifié, on a réalisé certaines formations. Typiquement, la gestion du stress, ou en tout cas la gestion du stress des clients internes, comment les soignants qui, eux, sont vraiment en première ligne, comment nous, fonction support, on s'adapte au contexte, comment est-ce qu'on les accompagne au mieux. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément préparé pour ça, comment on interagit. Et donc, il y a des axes de travail et il y a eu des ateliers déjà de formation dans ce domaine. C'est un point justement sur les soft skills. Et puis en termes de formation, voilà, on se rend compte que la maîtrise de nos systèmes et l'agilité ou la meilleure définition de nos SOP, qu'ils ne sont pas forcément assez. Alors, ce n'est pas vraiment de la formation, mais c'est surtout d'abord de la définition et peut-être une meilleure formation. C'est quelque chose qui nous aidera à être encore plus agile et plus efficient. Merci. J'ai également une deuxième question. Que restera-t-il de cette agilité exceptionnelle durant cette période dans le futur?
on espère tous beaucoup. Et il y a un précédent, donc maintenant, voilà, on peut se baser sur cette expérience. Il y a des travaux concrets d'amélioration des systèmes qui vont livrer des systèmes où on aura une information en temps réel plutôt qu'en décalé, des choses qui vont rester à ce niveau-là. Et puis voilà, le fait que les équipes qui sont plus solidaires, des gens qui ont trouvé un sens plus fort à leur travail, c'est toujours bien présent et on va faire tout notre possible pour le cultiver. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thierry.